Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Quatrième séance du Conseil des ministres de cette année 2023 a été tenue aujourd'hui, présidée par le chef de l'État, son Excellence Hadj Ismaël Omar Guelleh. Aux États-Unis, une fusillade à Louisville dans le Kentucky fait 5 morts. C'est ce que nous allons voir dans cette édition de 22 heures, mesdames et messieurs. Le journal au complet, je vous disais dans les titres, la quatrième séance du Conseil des ministres de cette année s'est tenue aujourd'hui au Palais de la République, présidé par le président de la République, son Excellence Hadj Ismaël Omar Guelleh. Voici le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la quatrième séance du Conseil des ministres en ce mardi 11 avril 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 8 questions. La première question est relative à une communication faite par la ministre déléguée à l'économie numérique sur le thème Djibouti Smart Nation, feuille de route pour l'économie numérique. Les dividendes de la transformation digitale sont énormes. Outre le support au renforcement de la bonne gouvernance et au rapprochement des services des usagers pour l'administration, c'est un impact social et économique important qui est attendu. Pour notre pays, il semble clair que c'est à travers le numérique et l'innovation qu'on créera le plus d'emplois, qu'on générera le plus de valeur ajoutée, que l'on développera les différents secteurs économiques et l'on donnera l'espoir à nos jeunes. Une approche basée sur une démarche participative et inclusive de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème national a été adoptée. La définition d'une feuille de route repose donc sur une connaissance précise de la situation existante. C'est le point de départ de tout projet de transformation. Un état des lieux global a été établi, combinant des analyses documentaires, des analyses de données statistiques, des stratégies nationales ainsi que des informations recueillies en interview. La feuille de route du ministère sera une démarche de construction d'une nouvelle économie, d'un secteur d'activité et d'un écosystème. L'analyse croisée de la vision du Djibouti 2035 et du PND et des attentes de l'écosystème confirme de manière largement concordante le rôle central du numérique en tant que levier de développement. 4 piliers constituent le fondement du concept Djibouti Smart Nation. L'administration intelligente, c'est-à-dire la mise en place d'une administration digitale ouverte, inclusive et centrée sur les usagers. Près de 37 projets répartis en 4 programmes sont proposés avec une enveloppe de 63 millions de dollars. Le deuxième pilier est l'économie numérique dans laquelle 27 projets et initiatives sont identifiés, répartis en 5 programmes avec un budget estimatif de 105 millions de dollars. Le troisième pilier représente les métiers intelligents et enfin le quatrième pilier est la société civile intelligente. À cela s'ajoutent des axes transversaux tels que la souveraineté numérique, les compétences numériques et les projets structurants qui sont estimés à près de 300 millions de dollars. Parmi ces projets structurants prioritaires, il y a le Smart Port, le Green Data City, le Cloud souverain et le offshoring. La feuille de route contient 147 projets et programmes avec un montant estimatif de 648 millions de dollars. La deuxième question concerne une communication présentée sur les livres 1 et 2 du Code numérique. Le livre 1 et 2 du projet de code numérique est relatif aux communications électroniques. Il définit les communications électroniques comme étant toute mission, transmission ou réception des signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons par voie électromagnétique. Les communications électroniques permettent la transmission à distance de l'information en utilisant des technologies telles que la téléphonie, la télévision, l'Internet, les réseaux sans fil, les réseaux de données, les messageries électroniques et les systèmes de vidéoconférence. Le livre 2 précise les missions de l'État dans ce domaine, les prérogatives et le régime juridique des activités de communication électronique. Il définit aussi les droits et obligations applicables à l'interconnexion et l'accès au réseau de communication électronique, la promotion de la concurrence ainsi que la gestion des spectres radioélectriques et les ressources de numérotation et les noms du domaine international, entre guillemets, DJ. La troisième question concerne un projet de décret relatif à la mise en œuvre des mesures préventives visant à protéger les mineurs. Le cyberespace recèle de potentiels infinis et inépuisables.
mais il est aussi lourd de risques pour les enfants. Dans un monde de plus en plus numérisé, il est essentiel que les enfants soient conscients des dangers du cyberespace. Le harcèlement en ligne, la cyberintimidation et l'accès des mineurs en ligne à des contenus illicites et dangereux. Tout cela constitue une menace pour le bien-être mental, social, physique et cognitif des mineurs. Le présent décret donc est établi afin de prévenir et de rectifier toute situation de préjudice pouvant résulter de l'utilisation abusive des médias et réseaux sociaux et de nouvelles technologies. Poursuivons toujours, mesdames et messieurs, avec la suite de cette quatrième séance des conseils des ministres, avec le porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssef. Quatrième question concerne donc un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit de l'ambassade des Émirats arabes unis. Une parcelle de terrain sise dans la zone d'Aramou Sud, lot numéro 399 bis, ayant une superficie de 5000 m² pour l'implantation d'une chancellerie. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit de la Fédération djiboutienne de football. Cette parcelle de terrain de 4 hectares, située à Arta Nord, est destinée à l'implantation d'un complexe sportif. La sixième question concerne un projet de décret portant nomination de Mohamed Ibrahim Youssouf, qui est nommé donc ambassadeur en qualité ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire accrédité auprès de la Somalie. La septième question concerne un projet d'arrêté portant attribution aussi d'une parcelle de terrain au profit de la société Salam Real Estate. Cette parcelle de 240 hectares située à Nagad est destinée à l'implantation d'un projet immobilier pour la construction de 7496 logements sociaux. Notre pays ayant un déficit de logements sociaux, l'importance de ce projet est capitale. Il va non seulement pouvoir mettre sur le marché un nombre important de logements, mais il va également pouvoir créer plus de 2000 emplois par jour pendant 5 ans. Ce projet est estimé à plus de 84 milliards de nos francs djiboutiques qui sera investi sur les 5 ans. D'où l'importance donc de ce projet pour lequel le gouvernement félicite cet investisseur, le groupe Salam. Enfin, le secrétaire général du gouvernement a fait une communication au Conseil des ministres sur le rapport annuel d'activité 2022 de la Commission nationale des marchés publics. Pour la deuxième année consécutive, la Commission nationale des marchés publics publie son rapport d'activité 2022. Ce rapport se compose d'une première partie relative aux statistiques et des attributions selon les administrations contractantes, la nature, le mode de passation, le financement et les statistiques des attributaires. Ainsi, en 2022, la Commission nationale des marchés publics a validé 256 marchés à 253 attributaires pour un montant total de 19,5 milliards de francs djibouti. Ces marchés ont été passés par 29 administrations contractantes. La deuxième partie de ce rapport a trait donc aux réformes engagées et le rapport vise aussi à dresser un bilan des réalisations faites par la Commission et des efforts déployés pour atteindre les engagements du gouvernement et poursuivre la série de réformes. Le rapport informe le Conseil sur l'impact des marchés publics sur la protection sociale et l'emploi. Ce jeudi 6 avril, 7 spécialistes cubains en éducation spéciale sont arrivés à Djibouti et ont été accueillis à l'aéroport par l'ambassadeur de Cuba à Djibouti, le secrétaire général et du haut cadre du MENFOP. Ils ont été conduits à leur lieu de résidence au centre de formation des enseignants, le CFF, Omar Guélé, où ils ont été reçus par la directrice du centre. Toutes les informations pratiques relatives à leur séjour et à leur déplacement au nouveau centre d'éducation spéciale leur ont été communiquées. Au MENFOP, ils ont pu rencontrer le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud. En présence de l'ambassadeur de Cuba à Djibouti et du directeur général de l'Agence nationale des handicapés, M. Douale Saïd Mahamoud. A rappelé sa visite à la Havane en septembre dernier, son invitation de son homologue, Dr Ena Elsa Velasquez, lui ayant permis d'apprécier de visu le savoir-faire cubain en matière d'inclusion et de prise en charge des élèves à besoins spécifiques auxquels l'UNESCO a rendu hommage. Ainsi, l'arrivée des spécialistes cubains fait suite à l'accord cadre de coopération signé par les deux ministères de l'Éducation
Leur spécialité couvre plusieurs types de handicaps, dont notamment le spectre de l'autisme, les troubles de langage et de l'apprentissage, les déficiences visuelles, auditives, mentales, l'orthophonie ou la logopédie, les difficultés motrices. La prise en charge des élèves à besoins spéciaux vise également leur autonomisation individuelle et leur insertion professionnelle à terme. Cette émission d'expertise a été amorcée par une réunion technique avec les responsables du MELFOP visant à mettre en place un plan de travail portant sur la mise en norme internationale des centres d'éducation spéciale, la prise en charge immédiate des élèves, le transfert de compétences, le développement professionnel et la formation des professeurs en éducation spéciale. Au sud du pays, après Ali Sabié, le CNDH dans la région de l'Unité, toujours accompagné par Mme Leila Hassan de la GIZ BMM, le président de la CNDH a eu une première réunion à la préfecture de Dikil. Le préfet de Dikil, M. Adan Nadarar Moussa, a souhaité la bienvenue à la délégation de la CNDH. Les échanges ont été fructueux. Il a été notamment question de la redynamisation de l'antenne régionale de la CNDH. Ensuite, le commissaire en chef des droits de l'homme s'est rendu au siège du conseil régional, accueilli par M. Moad Hussein Ahmed, président du conseil régional de la région de Dikil. Les discussions ont porté sur les actions futures quant à la promotion et la protection des droits de l'homme. Chargé des droits de l'homme, à sa tête mon ami Ali Soubani Ateye. Depuis sa prise de fonction, je pense que c'est une tournée régionale dans laquelle il avait prévu de visiter les forces de l'ordre également, de voir également leur façon de travailler avec la population, la situation également des geôles dans les régions dont il dispose, de voir également, de visiter même aussi son bureau régional ouvert ici au conseil régional et surtout de discuter avec la société civile pour au moins vulgariser les activités et le fonctionnement de la Commission des droits de l'homme. Donc nous sommes là ce matin pour discuter de ceci. Toujours à Dikil, où le président de la CNDH, M. Ali Soubani Ateye, accompagné par les autorités de la région, à savoir le préfet, le président du conseil régional, a pu visiter le détachement de la police nationale et là, celui de la gendarmerie nationale de la région de l'Unité, pour s'enquérir des conditions de leurs conditions de travail. Le président de la CNDH a aussi effectué des visites dans les lieux de détention. Enfin, le président de la CNDH s'est entretenu avec tous les représentants des services déconcentrés ainsi que ceux de la société civile. Je vous emmène au nord à présent, où pendant le mois de béni du Ramadan, la demande de poissons sur le marché local est très forte, même si les pêcheurs de Tadjoura continuent à approvisionner le marché en poissons, tout en passant leur nuit à pêcher dans des endroits très éloignés. Cependant, grâce à la mise en place d'une nouvelle pêcherie équipée de chambres froides et d'outils indispensables, gérée par un entrepreneur de la Ville Blanche, M. Garad Habib, la qualité de gestion s'est considérablement améliorée. Cette restructuration a non seulement contribué à la redynamisation de la pêche, mais aussi elle a également augmenté l'abondance de poissons disponibles sur le marché. Le nouveau gestionnaire s'est dit fier de cette réorganisation et a exhorté les vendeurs et les consommateurs à se conformer à cette nouvelle règle d'organisation et de commercialisation établie pour le bien commun. À l'approche de la fête de la Eid el-Fitr, les Djiboutiens de plus en plus nombreux se rendent au centre-ville pour faire leurs achats. Et c'est plus précisément au centre commercial Hamoudi que des familles entières se rendent tous les soirs. C'est dans ce sens que les policiers de compagnies d'intervention de la police nationale effectuent des rondes permanentes pour surveiller et assurer la sécurité de la population. Postés un peu partout dans le centre-ville, les éléments des compagnies d'intervention sont déployés tous les jours sur les lieux
et tout autour. Outre la sécurisation du centre commercial et de la place Mahmoud Harbi, ils effectuent également leur opération quotidienne de lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine. En effet, la sécurité de nos concitoyens représente une priorité pour le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Le capitaine Saïd Moussa Ali a indiqué dans une réaction que la police nationale, plus particulièrement les éléments des compagnies d'intervention, effectuent tous les soirs la sécurisation de ce centre très fréquenté par la population. Et à cela s'ajoutent les opérations de rafle pour lutter contre l'immigration clandestine. Il a ajouté que ceci répond aux directives du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, un tireur a ouvert le feu lundi matin dans une banque de Louisville, principale ville de Kentucky, tuant 4 personnes en faisant au moins 8 blessés avant d'être neutralisés. 5 morts dans le tireur, 2 blessés dans un état critique, 5 personnes sont décédées au total, a écrit le police de Louisville sur Twitter. En incluant dans ce bilan le tireur qui sera ancien employé de la banque aux États-Unis. Parmi les blessés, 2 se trouvent dans un état critique dont l'un est un policier. Le suspect a été rapidement mis hors d'état de nuire, selon les forces de l'ordre. Nous essayons toujours de savoir s'il est donné la mort par balle ou s'il a été tué par des agents, a ajouté Paul Humphrey. 5 personnes sont décédées au total, a écrit la police de Louisville sur Twitter, en incluant dans ce bilan le tireur qui serait un ancien employé de la banque. Parmi les blessés, 2 se trouvaient dans un état critique, dont l'un était un policier. 49 000 morts par balle en 2021. Les États-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Environ 49 000 personnes sont mortes par balle en 2021, contre 45 000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.